Imaginez que vous vous trouvez au sommet de L, une des sierras les plus imposantes de la géographie nationale. Vous avez un véhicule moderne, équipé d'une transmission automatique qui jusqu'à présent a rendu votre vie très confortable en ville. Vous avez confiance en la technologie, vous avez confiance en les systèmes de sécurité active et, surtout, vous avez confiance en cette pédale centrale qui vous a arrêté toujours avec une précision millimétrique. Cependant, ce que vous êtes sur le point d'affronter n'est pas un trajet conventionnel. C est une bataille thermodynamique où 90% des conducteurs commettent une erreur fondamentale qui peut être fatale. Le conducteur moyen suppose que la position de conduite normale est suffisante pour gérer n'importe quel terrain, ignorant que les freins d'une voiture de tourisme ne sont pas conçus pour dissiper l'énergie de manière ininterrompue pendant 20 ou 30 minutes de descente continue. Le manque d'éducation technique sur la façon dont interagit le moteur avec la transmission automatique dans des pentes prolongées transforme un voyage de plaisir en une situation d'urgence vitale. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons détailler pourquoi la confiance aveugle est votre pire ennemi et comment la science de la friction peut se retourner contre vous si vous ne respectez pas les lois de la mécanique et de la thermodynamique. Commençons. Erreur 12. La confiance aveugle dans la position drive. L'erreur numéro 12 est peut-être la plus répandue en raison de la simplification extrême que les marques des automobiles ont promue pendant des décennies. Ils nous ont vendu l'idée que conduire un véhicule automatique consiste simplement à mettre le levier sur la lettre qui indique la marche avant et à oublier tout le reste. Cette prémisse fonctionne parfaitement dans le trafic urbain ou sur des autoroutes planes, mais elle se transforme en un piège mécanique lorsque la gravité entre dans l'équation. Lorsque vous laissez le levier en position de marche conventionnelle pendant que vous descendez une montagne, vous donnez le contrôle total à un ordinateur qui est programmé principalement pour économiser du carburant et adoucir les changements. Dans une descente, la logique de la transmission automatique interprète que, comme vous n'appuyez pas sur l'accélérateur, le moteur doit travailler avec la moins de résistance possible. Cela provoque le passage de la boîte à la vitesse la plus longue disponible pour réduire les révolutions par minute. En termes techniques, le véhicule entre dans un état proche de la marche libre. En étant en 5e, 6e ou même 8e vitesse, le couplage mécanique entre les roues et le moteur est minimal. Il n'existe pas ce que nous connaissons comme rétention motrice ou frein moteur. La conséquence directe est que le poids du véhicule, multiplié par l'accélération de la gravité, retombe exclusivement sur les disques et les plaquettes de frein. Un véhicule qui pèse 1500 ou 2000 kg, descendant à 60 km/h sur une pente forte, génère une quantité d'énergie cinétique massive. Si la transmission n'aide pas à retenir cette masse par la compression du moteur, les freins doivent convertir toute cette énergie cinétique en énergie thermique. C'est une tâche impossible à maintenir dans le temps. Le conducteur, en sentant que la voiture s'emballe, appuie plus sur le frein, ce qui génère plus de chaleur, ce qui à son tour nécessite plus de pression. Un cercle vicieux de température croissante se crée. La position de marche directe est conçue pour propulser, non pour retenir. En ne forçant pas manuellement une vitesse plus courte, comme une 2e ou 3e vitesse, vous renoncez au système de freinage le plus puissant et gratuit qu'a votre voiture, le moteur lui-même. La confiance dans l'automatisme total est un symptôme de méconnaissance sur la façon dont le convertisseur de couple ou les embrayages gèrent le couple inverse. Dans de nombreux véhicules modernes, spécialement ceux qui ont des transmissions à variation continue, l'effet de planage est si accentué que la voiture semble gagner de la vitesse beaucoup plus vite que ce qu'un conducteur expérimenté attendrait. La seule façon de rompre cette inertie est d'intervenir activement dans la sélection des vitesses, chose que 90% des utilisateurs craignent de faire par peur de casser la boîte, quand en réalité ce qu'ils cassent est la capacité de leur frein à leur sauver la vie. L'éducation sur Utilisation des modes manuels, sportifs ou de basse vitesse est la première ligne de défense. Laisser la boîte décider est, en essence, laisser la voiture se suicider thermiquement pendant que vous observez seulement comment la pédale disparaît sous votre pied. Erreur 11. Évanouissement des freins ou brake fade. Nous arrivons au phénomène physique le plus craint par les ingénieurs de piste et experts en sécurité routière. L'évanouissement ou perte d'efficacité par chaleur. Pour comprendre l'erreur numéro 11, nous devons approfondir la chimie des matériaux de friction. Les plaquettes de frein sont des composés complexes qui incluent des résines, des métaux et des matériaux céramiques conçus pour fonctionner dans une plage de température spécifique.
Lorsque vous soumettez le système à un châtiment continu dû à l'erreur précédente, la température à la surface de contact entre la plaquette et le disque peut dépasser facilement les 500 ou 600 degrés centigrades en quelques minutes. À ces températures extrêmes, il se produit un phénomène chimique fascinant et dangereux, la sublimation des résines liantes. Les résines qui maintiennent unis les composants de la plaquette commencent à se dégrader et à se convertir directement en gaz. Ce gaz N n'a pas par où S échapper de façon immédiate et S accumule sur L infime surface de contact entre le disque et la plaquette. Le résultat est que le véhicule commence à planer sur une couche microscopique de gaz chaud, éliminant presque complètement la friction mécanique. C'est exactement le même principe qui permet à un pallet de hockey sur air de glisser sans effort sur une table. À ce stade, même si le conducteur appuie sur la pédale de toutes ses forces, il n'y a pas de contact solide réel. La sensation dans l'habitacle est celle d'une perte totale de contrôle. En plus de ce gaz lubrifiant, la cristallisation se produit. Les matériaux de la plaquette se vitrifient, devenant extrêmement durs et brillants, perdant leur capacité de mordre le métal du disque. Le disque de frein, pour sa part, peut en arriver à devenir rouge vif, ce qui altère sa structure moléculaire et peut provoquer des déformations permanentes ou des voilages. L'erreur du conducteur est de ne pas reconnaître les symptômes initiaux de ce phénomène. Avant que le frein ne disparaisse complètement, il y a souvent une phase d'avertissement où la pédale se sent plus dure que la normale mais la voiture freine moins. Si à ce moment-là le conducteur ne s'arrête pas de façon sûre pour laisser le système refroidir de manière naturelle, l'effondrement total est inévitable. L'évanouissement n'est pas une défaillance du système hydraulique, mais une défaite de la chimie des matériaux face à l'abus thermique. C'est le châtiment physique pour avoir ignoré que les freins sont des transformateurs d'énergie qui ont une limite de saturation. Une fois que le système a atteint sa capacité maximale de stockage de chaleur et ne peut pas la dissiper dans l'air ambiant avec la rapidité nécessaire, l'efficacité chute en flèche de façon exponentielle. 90% des conducteurs qui subissent ce contretemps tentent de résoudre le problème en pompant la pédale, ce qui est inutile quand la surface de friction n'existe plus en tant que telle. La seule cure pour l'évanouissement est le temps et le flux des airs, deux luxes que vous n'avez pas l'habitude d'avoir quand vous êtes au milieu d'une descente prononcée avec un virage de 180 degrés devant vous. Erreur 10, l'ébullition du liquide de frein. Alors que erreur 11 se réfère à la surface de contact, erreur numéro 10 se déplace à l'intérieur des tuyauteries et étriers du système hydraulique. Le liquide de frein est une substance conçue pour être pratiquement incompressible et pour supporter des températures d'ébullition très élevées, généralement au-dessus de 230 degrés centigrades pour les liquides de type 4. Cependant, ce fluide a une caractéristique très particulière, il est hygroscopique. Cela signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air avec le passage du temps. Lorsque le liquide de frein contient même un petit pourcentage d'eau, son point d'ébullition descend drastiquement. Dans une descente prolongée où le conducteur abuse de la pédale, la chaleur générée dans les plaquettes se transfère à travers les pistons de l'étrier directement au liquide de frein. Si cette chaleur dépasse le point d'ébullition du fluide dégradé, le liquide commence à bouillir à l'intérieur des lignes de frein. En physique de base, nous apprenons que les liquides ne se compriment pas, mais les gaz si. En bouillant, des bulles de vapeur d'eau ou de gaz du propre fluide se génèrent à l'intérieur du circuit. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale, au lieu de déplacer le liquide pour que celui-ci pousse les pistons, ce qu'il fait est compresser ces bulles de gaz. Le résultat est le symptôme le plus terrifiant qu'un conducteur puisse expérimenter. La pédale s'en va au fond de la voiture sans offrir aucune résistance, comme si vous marchiez sur une éponge mouillée ou simplement de l'air. À la différence de l'évanouissement par friction, où la pédale peut se sentir dure mais la voiture ne s'arrête pas, ici la pédale disparaît simplement. Ce phénomène est connu techniquement comme vapor lock. Est une défaillance catastrophique car elle annule le lien mécanique et hydraulique entre le pied du conducteur et les roues. La prévention de cette erreur n'a pas seulement trait à la technique de conduite dans la Sierra, mais aussi à l'entretien préventif. Beaucoup de conducteurs passent des années sans changer le liquide de frein, ignorant que chaque année qui passe, le risque d'ébullition lors d'une urgence augmente exponentiellement. Dans une descente de montagne, où le système travaille à la limite de sa conception, n'importe quelle faiblesse dans l'état du fluide se manifeste de la pire manière possible.
La chaleur est un envahisseur qui voyage depuis le disque vers l'intérieur du système, et si vous n'avez pas une barrière liquide stable et pure, le système hydraulique se transformera en un piège de vapeur qui vous laissera sans frein exactement quand vous en avez le plus besoin. La sensation de vide dans la pédale est le signal final que le système a capitulé devant la chaleur extrême et la négligence dans l'entretien. Erreur 9. Ignorer l'indicateur de température de la transmission. La 9e erreur nous renvoie à la boîte de vitesse automatique, le composant que beaucoup considèrent comme une boîte noire magique qui ne nécessite pas d'attention. Pendant une descente dans une sierra, il n'y a pas que les freins qui souffrent. La transmission automatique est un système complexe d'engrenages planétaires, d'embrayage et, le plus important, un fluide hydraulique appelé huile de transmission automatique ou ATF. Ce fluide remplit des fonctions critiques. Il lubrifie, nettoie, refroidit et est le milieu à travers lequel se transmet la force dans le convertisseur de couple. Lorsque nous descendons une pente prononcée en position de marche directe, le convertisseur de couple peut générer un glissement excessif ou, si nous utilisons le frein moteur de manière intense en vitesse courte, le fluide de la transmission doit faire face à une charge d'énergie inverse considérable. La chaleur interne de la boîte de vitesse commence à monter. L'erreur du conducteur moyen est d'ignorer complètement que la plupart des véhicules modernes ont une alerte ou un indicateur de température de la transmission sur le tableau de bord. Si l'huile de la transmission surchauffe, elle perd sa viscosité et sa capacité à protéger les composants internes. Ce qui est plus grave dans le contexte d'une descente est que la chaleur de la transmission et la chaleur des freins partagent souvent des espaces de dissipation proches dans le compartiment du moteur et le sous-châssis. Une transmission qui opère à 120 degrés centigrades contribue à élever la température générale des composants périphériques, incluant les lignes de frein qui passent à proximité. De plus, si le fluide de la transmission se dégrade par une chaleur extrême, la boîte peut entrer dans un mode de protection ou d'urgence, ce qui pourrait désengager la vitesse ou limiter votre capacité à utiliser le frein moteur manuellement, vous laissant de nouveau à la merci exclusive des freins de service. L'huile de la transmission a une durée de vie qui se réduit à la moitié pour chaque 10 degrés au-dessus desquels vous dépassez sa température optimale d'opération. Ignorer ce facteur et condamner la boîte de vitesse à une mort prématurée et perdre un allié critique dans la gestion de l'énergie pendant la descente. Beaucoup de conducteurs voient un voyant d'avertissement sur le tableau de bord et décident de continuer jusqu'à la fin de la descente, pensant que c'est un problème secondaire. Dans une sierra, il n'y a pas de problème secondaire. Tout est interconnecté. La santé de votre fluide de transmission est ce qui permet au moteur et aux roues de parler le même langage. Si ce dialogue est interrompu par la chaleur, le véhicule devient un objet lourd et incontrôlable roulant vers le bas de la montagne. Garder un œil sur la température et comprendre que l'effort de rétention génère aussi de la chaleur interne est vital pour arriver dans la vallée avec le véhicule intact. Erreur 8. L'utilisation incorrecte du neutre en descente. L'erreur numéro 8 est un des mythes les plus persistants et dangereux dans la culture automobile. La croyance que mettre la transmission au neutre pendant une descente économise du carburant ou bénéficie au moteur. Cette pratique, qui était déjà risquée dans des véhicules manuels, devient suicidaire dans une voiture automatique. Le premier danger, et le plus évident, est la déconnexion totale du contrôle cinétique. En plaçant le levier en position de neutre, vous éliminez toute possibilité que la compression du moteur aide à réguler la vitesse du véhicule. Dans cette situation, la voiture devient un objet de 2 tonnes roulant librement, propulsé uniquement par la gravité. Toute la responsabilité d'arrêter cette masse retombe, de nouveau, exclusivement sur le système de freinage, accélérant les processus d'évanouissement et d'ébullition que nous avons expliqués précédemment. Mais le danger ne s'arrête pas là. Du point de vue de l'ingénierie interne de la transmission, l'utilisation du neutre avec le véhicule en mouvement est dévastatrice. Les boîtes de vitesse automatiques dépendent d'une pompe à huile interne qui est souvent couplée à l'arbre d'entrée, lequel tourne en solidarité avec les révolutions du moteur. Si le moteur tombe à son régime de ralenti parce que vous avez mis le neutre, la pompe à huile réduit son flux et sa pression au minimum. Cependant, l'arbre de sortie de la transmission, qui est connecté aux roues, continue de tourner à de hautes révolutions en raison de la vitesse de la descente. Cela crée une discrépance interne où des composants métalliques tournent à grande vitesse sans la lubrification ni le refroidissement nécessaire fourni par le fluide circulant à pleine pression.
Vous êtes en train de brûler les embrayages internes et les roulements par manque de lubrification alors que vous croyez économiser quelques millilitres d'essence. De plus, en termes de sécurité active, le neutre vous laisse désarmé. Si une urgence survient, nécessitant une accélération soudaine pour esquiver un obstacle ou corriger une manœuvre, le temps que vous mettez pour réengager la marche directe peut être la différence entre la vie et la mort. Dans certaines transmissions modernes, le système électronique bloque même le réengagement à haute vitesse pour protéger l'intégrité des pignons, vous laissant effectivement au point mort jusqu'à ce que la voiture s'arrête complètement, chose qui n'arrivera pas sur une pente de 10%. L'économie de carburant est inexistante dans les voitures à injection électronique modernes, car les systèmes de coupure de carburant en rétention ferment les injecteurs complètement lorsqu'ils détectent que le véhicule se déplace par inertie avec une vitesse engagée, alors qu'au neutre, le moteur doit continuer à injecter du carburant pour rester allumé. Par conséquent, mettre le neutre est techniquement erroné, mécaniquement destructif et opérationnellement mortel. Erreur 7. Ne pas comprendre les modes low 2 et 3. L'erreur numéro 7 réside dans l'analphabétisation concernant le tableau de bord et le levier de vitesse. Beaucoup de conducteurs voient des nombres comme le 2 ou le 3, ou des lettres comme le L ou le M, et préfèrent ne pas les toucher par peur de causer une panne. Ils ne comprennent pas que ces positions sont leurs meilleurs alliés en montagne. Dans les boîtes automatiques plus anciennes, les positions 2 et 3 limitent mécaniquement la transmission pour qu'elle ne monte pas au-dessus de cette vitesse. Si vous sélectionnez le 2, la voiture utilisera la première et la deuxième vitesse, mais ne passera jamais à la troisième. C est vital car cela oblige le moteur à tourner à des révolutions plus hautes, créant une résistance pneumatique à l'intérieur des cylindres qui freinent la voiture sans utiliser les freins à disque. Dans les boîtes modernes avec mode séquentiel ou manuel, identifiés habituellement avec les symboles de plus et moins, le conducteur a la capacité de choisir exactement le rapport de vitesse dont il a besoin. L'erreur commune est de ne pas rétrograder les vitesses jusqu'à ce que le moteur entende monter en régime. Il existe une peur atavique que le moteur explose il monte à 4000 ou 5000 révolutions par minute sans être en train d'accélérer. La réalité est que, tant que vous ne dépassez pas la zone rouge du tachymètre, le moteur est parfaitement conçu pour tourner à ce régime en rétention. En fait, il est beaucoup plus sûr et économique d'user un peu de la durée de vie des joints du moteur par de hautes révolutions que d'épuiser la capacité de freinage dans les 5 premiers kilomètres de descente. Ne pas comprendre comment traduire le langage de votre boîte de vitesse au terrain que vous foulez est comme essayer d'escalader une montagne avec des chaussures de bureau. Le mode L où les nombres bas doivent être activés avant que la voiture ne gagne trop de vitesse. Une erreur fréquente est d'essayer de descendre en deuxième quand la voiture va déjà à 100 km/h. À ce moment-là, l'ordinateur de la transmission rejettera l'ordre pour se protéger. La clé est l'anticipation, sélectionnez la vitesse courte au sommet avant que la gravité ne prenne les commandes. Si la voiture vous demande de freiner constamment, c'est parce que la vitesse choisie est trop longue. Vous devez descendre dès un rapport supplémentaire jusqu'à ce que vous sentiez que le moteur soutient le poids du véhicule de façon stable. L'entretien du fluide hydraulique est ignoré par la majorité des utilisateurs. Ce liquide a la propriété d'absorber l'humidité de l'environnement, ce qui réduit drastiquement son point d'ébullition. Lorsque l'eau accumulée dans le système se transforme en vapeur à cause de la chaleur de la descente, la pédale devient spongieuse et la voiture cesse de freiner complètement. Il est impératif de changer ce fluide tous les 2 ans pour éviter ce phénomène chimique létal. Erreur 6, freiner de manière douce et constante. C'est peut-être l'erreur technique la plus contre-intuitive. Le conducteur prudent pense qu'appuyer sur le frein de manière douce, en effleurant à peine pour maintenir une vitesse constante, est la façon la plus sûre de descendre. Physiquement, c'est la pire chose que on puisse faire. En maintenant une pression légère mais ininterrompue, les plaquettes de frein ne se séparent jamais du disque. Cela empêche l'air de circuler entre les surfaces de friction et la chaleur de se dissiper. C'est une génération d'énergie thermique constante qui ne donne pas de répit au métal. Les composants atteignent des températures critiques beaucoup plus vite que si on appliquait des freinages courts et percutants. La technique correcte, et celle que 90% des gens ignorent, est le freinage intermittent ou par impulsion. Cela consiste à laisser la voiture gagner un peu de vitesse, appliquer un freinage ferme et décider pendant 3 ou 4 secondes pour réduire significativement les km/h, puis relâcher la pédale complètement. Pendant ces secondes de libération,
le disque tourne librement et le flux d'air peut évacuer une quantité importante de degrés centigrades. L'erreur de la pression constante est le chemin le plus direct vers la cristallisation des plaquettes. Comme il n'y a pas de pic de pression forte, le matériau de friction ne s'use pas de façon saine, mais il se polit et se durcit sous une chaleur persistante mais non extrême initialement, créant cette surface vitreuse qui ne mord plus le disque quand vous avez réellement besoin de puissance. De plus, la pression constante chauffe le liquide de frein de façon progressive jusqu'à ce que la chaleur traverse tout le corps de l'aile étrier, atteignant les joints en caoutchouc et le fluide. Vous devez apprendre à faire confiance à l'inertie contrôlée. Freinez avec force, réduisez et permettez au système de respirer. La pédale de frein n'est pas un régulateur de vitesse, c'est un dispositif d'urgence et d'ajustement ponctuel. La vitesse doit être régulée par la transmission. La friction excessive et constante génère une vitrification à la surface du matériau de friction. En atteignant des températures extrêmes, les composants de la plaquette fondent en créant une couche brillante et dure similaire au verre. Dans cet état, la plaquette perd son coefficient de friction et glisse sur le disque sans le mordre. Une fois que les plaquettes se cristallisent, leur capacité de freinage diminue de 60% et la seule solution réelle est leur remplacement immédiat. Erreur 5. L'usure irréversible du disque par choc thermique. L'erreur numéro 5 arrive souvent quand le désastre semble déjà passé, ou quand le conducteur détecte la surchauffe et tente d'y remédier de façon impulsive. Supposons que vous ayez abusé des freins, que vous arriviez à un belvédère et que vous vous arrêtiez brusquement. La première grande erreur est d'appliquer le frein à main ou de maintenir la pédale enfoncée avec la voiture statique pendant que les disques sont à 600 degrés. À ce stade, la plaquette agit comme un isolant thermique sur une zone spécifique du disque, tandis que le reste du disque est exposé à l'air. Cette différence de température brutale à la surface du métal provoque une déformation structurelle connue sous le nom de voilage. Le disque se tord microscopiquement et à partir de ce moment, chaque fois que vous freinerez, vous sentirez une vibration violente dans le volant. Pire encore est le mythe de refroidir les freins avec de l'eau. Si vous aspergez des eaux froides d'un disque en fonte qui est rouge vif, le choc thermique provoquera des fissures structurelles instantanées ou même la fracture du composant. Le métal se contracte de façon si violente et inégale que son intégrité moléculaire se rompt. L'usure irréversible se produit aussi par le simple fait de s'arrêter sans une phase de refroidissement. Si vous détectez une odeur de brûlé, l'idéal n'est pas de s'arrêter immédiatement si vous avez encore un peu de pédale, mais de continuer à rouler à vitesse très basse, en utilisant le frein moteur et en laissant l'air du mouvement refroidir les composants de façon graduelle. Si vous vous arrêtez avec les freins incendiés, la chaleur accumulée dans le disque passera par conduction au roulement de la roue et au capteur du système de freinage anti-blocage, pouvant faire fondre des câbles et des composants électroniques chers. La patience thermique est une vertu. L'acier et le fer ont besoin d'une transition douce pour revenir à leur dimension d'origine. Toute tentative d'accélérer ce processus par des liquides ou des arrêts brusques résultera en une facture des ateliers coûteuse ou en inutilité totale du système de freinage pour le reste du voyage. Beaucoup de conducteurs croient erronément que descendre au point mort économise du carburant ou bénéficie au moteur. Cette pratique est, l'une des plus dangereuses dans la conduite de montagne. En déconnectant la transmission du moteur, on perd toute la capacité de rétention mécanique, laissant la masse de 2 tonnes à la merci absolue de la gravité. L'économie de carburant est inexistante dans les voitures modernes, car l'injection se coupe en descendant avec une vitesse engagée, alors qu'au point mort, le moteur consomme de l'essence pour rester allumé. Erreur 4. La peur des hautes révolutions. L'erreur numéro 4 est une barrière psychologique qui sépare les conducteurs expérimentés des débutants. Il existe une phobie généralisée à l'idée d'entendre le rugissement du moteur lorsque on n'appuie pas sur la pédale de l'accélérateur. Beaucoup d'utilisateurs sentent que si l'aiguille du tachymètre dépasse les 3000 ou 4000 révolutions par minute pendant qu'ils descendent une pente, le moteur subit un dommage irréparable ou est sur le point d'exploser. Cette perception est totalement erronée et n'est qu'une incompréhension de la thermodynamique et de la mécanique des fluides. Quand le moteur tourne à de hautes révolutions dans une descente sans que le conducteur accélère, il ne se produit aucune combustion significative ou, dans de nombreux cas, aucune combustion du tout grâce au système de coupure d'injection. Ce que le conducteur entend est simplement de l'air en train d'être comprimé et expulsé. Le moteur se transforme en un compresseur d'air géant.
La physique de la compression est celle qui sauve les freins. Pour que les pistons montent et compriment l'air à l'intérieur des cylindres, une quantité énorme d'énergie est requise. Dans une descente, cette énergie provient du mouvement des roues qui, à travers la transmission, oblige le moteur à tourner. Chaque révolution du moteur à 4500 révolutions par minute est une énorme quantité d'énergie cinétique qui se dissipe de façon sûre à travers le système d'échappement et le système de refroidissement du moteur, au lieu de se convertir en chaleur destructive dans les disques de frein. Le moteur est conçu pour opérer dans des plages allant jusqu'à 6000 ou 7000 révolutions par minute sous pleine charge, c'est-à-dire en accélérant à fond. Opérer à 4000 révolutions en rétention est, comparativement, une tâche légère pour les composants internes comme le vilebrequin ou les bielles, car il n'y a pas de pression des explosions thermiques poussant les pistons vers le bas. Le système de lubrification, de plus, fonctionne de manière optimale à ces révolutions, assurant que toutes les parties mobiles soient protégées. Le vrai risque n'est pas le bruit du moteur, mais le silence de frein qui sont en train de s'évaporer. Surmonter la peur du tachymètre est le premier pas pour une descente sûre. Il est préférable que le moteur semble forcé pendant 20 minutes plutôt que les freins ne lâchent en une seconde. La résistance pneumatique est constante, ne s'épuise pas et est gratuite. En ignorant cette ressource par une peur infondée, le conducteur livre sa sécurité à une fiction de confort acoustique. Erreur 3. Mauvais usage des palettes au volant ou du mode séquentiel. L'erreur numéro 3 a trait à la gestion du temps et à la technologie des transmissions modernes. Les palettes derrière le volant ou le mode séquentiel du levier de vitesse sont commercialisées comme des outils sportifs, mais dans une zone de montagne, ce sont des outils de survie. La défaillance principale des conducteurs réside dans le délai de réponse et le manque d'anticipation. Une transmission automatique, même les plus rapides à double embrayage, a un temps de traitement entre le moment où le conducteur presse la palette et celui où le mécanisme physique exécute le changement. Dans une descente prononcée, où la voiture gagne de la vitesse de façon exponentielle, attendre d'aller à 100 km/h pour essayer de rétrograder en deuxième vitesse est une erreur technique fatale. L'ordinateur du véhicule, programmé pour protéger l'intégrité des engrenages, rejettera l'ordre S. Il détecte que le changement de vitesse amènerait le moteur au-delà de sa limite de révolution. Le conducteur presse la palette, rien ne se passe, et la panique s'empare de la cabine pendant que la voiture continue d'accélérer. LRD. Utiliser le mode séquentiel réside dans la proactivité. Le rétrogradage de vitesse doit se réaliser avant que la pente ne gagne en inclinaison ou immédiatement après un freinage fort qui a réduit la vitesse à une plage où la vitesse inférieure est acceptée par le système. Beaucoup de conducteurs commettent l'erreur de laisser la voiture en mode automatique direct en espérant que la logique de la transmission comprenne qu'elle est dans une descente. Bien que certaines boîtes modernes aient des capteurs d'inclinaison, elles sont souvent lentes à réagir ou donnent la priorité à la basse consommation de carburant en maintenant des vitesses longues. Prendre le contrôle manuel des palettes permet de fixer une vitesse qui maintienne la voiture à une vitesse constante sans avoir besoin de toucher au frein. C'est un dialogue constant entre le conducteur et la pente. Si vous notez que la vitesse augmente graduellement, vous devez presser la palette moins immédiatement. N'attendez pas que la voiture se sente hors de contrôle. La technologie séquentielle n'est pas faite pour jouer au pilote de course, elle est faite pour gérer l'inertie avant que l'inertie ne gère le destin du véhicule. L'anticipation est la clé. Si vous voyez une série de virages serrés et une pente de 12%, votre main devrait déjà être en train de préparer la transmission avant d'entrer dans ce tronçon. Erreur 2, ne pas utiliser le contrôle de descente en pente. L'erreur numéro 2 est le gaspillage de l'ingénierie spécifique. Dans la dernière décennie, beaucoup de camionnettes et de véhicules utilitaires sportifs ont été équipés du système de contrôle de descente, souvent identifié par une icône d'une voiture descendant une colline. Beaucoup de propriétaires ignorent à quoi sert ce bouton ou croient que c'est seulement pour des situations extrêmes de boue ou de rochers en tout terrain. La grande erreur est de ne pas l'utiliser dans des descentes sur asphalte très raide ou dans des conditions de basse adhérence. Ce système est un chef-d'œuvre de la gestion de traction. À la différence d'un conducteur humain, qui ne peut que presser la pédale du frein et agir sur les 4 roues à la fois, le contrôle de descente peut appliquer une pression de freinage de façon indépendante sur chaque roue via le module du système de freinage anti-blocage. Il fait cela avec une fréquence de dizaines de fois par seconde. Le système gère non seulement la vitesse, mais aussi la stabilité latérale du véhicule, évitant qu'une roue ne bloque et ne provoque un dérapage dans un virage serré.
Ignorer cette technologie est comme essayer de faire des calculs complexes à la main en ayant un ordinateur spécialisé dans la poche. En activant le contrôle de descente, le véhicule assume la responsabilité de maintenir une vitesse basse et constante, généralement entre 5 et 20 km/h, permettant au conducteur de se concentrer exclusivement sur la direction. Dans des pentes techniques ou très dégradées, ce système évite le chauffage excessif des freins car il les utilise de manière beaucoup plus efficiente et ponctuelle qu'un pied d'humain. C est un outil de gestion de charge qui distribue l'effort mécanique de manière intelligente. Le conducteur qui n'active pas cette aide par orgueil ou méconnaissance assume un risque inutile et gaspille un composant pour lequel il a payé en achetant le véhicule. Il est fondamental de comprendre que ces systèmes ne sont pas une béquille pour conducteurs médiocres, mais une extension des capacités physiques de la voiture qui dépassent la vitesse de réaction humaine. L'usage correct de ce système, combiné avec une vitesse basse, crée un environnement de sécurité redondant qui fait de n'importe quelle descente une tâche routinière au lieu d'une prouesse dangereuse. La technologie est là pour être utilisée, et à la montagne, n'importe quel avantage sur la gravité doit être exploité sans hésiter. Erreur 1, l'erreur des 90%, méconnaître la capacité de sa propre transmission. À l'erreur fondamentale, celle qui arrive en tête de liste par son omniprésence et sa dangerosité, est l'ignorance profonde sur le fonctionnement de la transmission que le conducteur a sous sa main droite. Il existe une croyance généralisée selon laquelle les boîtes automatiques sont des entités autonomes qui décident du meilleur pour le véhicule en toutes circonstances. Cependant, dans une descente prolongée, la logique de programmation orientée vers la consommation de carburant est le pire ennemi de la sécurité. 90% des conducteurs placent le levier en position de marche directe et l'oublient, faisant aveuglément confiance au fait que le véhicule ne gagnera pas de vitesse excessive. Cette méconnaissance est critique car toutes les transmissions ne se comportent pas de la même manière face à la gravité. Les transmissions à convertisseur de couple sont les plus traditionnelles. Dans celle-ci, il existe une connexion fluide qui, si elle n'est pas bloquée par l'embrayage de pontage, permet à la voiture de gagner de l'inertie avec facilité. Si le conducteur ne sélectionne pas manuellement une vitesse courte, le fluide interne de la boîte chauffe en raison du glissement, perdant sa capacité de rétention et obligeant les freins à disque à réaliser tout le travail. D'un autre côté, les boîtes à double embrayage agissent comme des boîtes manuelles robotisées. Leur capacité de freinage moteur est excellente car il y a une connexion mécanique solide entre les roues et le moteur. L'erreur ici est de ne pas comprendre qu'il faut forcer la réduction de vitesse pour que le moteur agisse comme une ancre. Finalement, les transmissions à variation continue, connues comme transmissions de type CVT, sont les plus mal comprises. Beaucoup de conducteurs croient que, n'ayant pas d'engrenage physique fixe, ces boîtes ne peuvent pas freiner le moteur. C'est faux. Les transmissions à variation continue modernes simulent des paliers de vitesse ou varient le diamètre de leur poulie pour augmenter les révolutions du moteur et générer de la résistance. Ne pas utiliser la position L ou le mode manuel dans une boîte à variation continue pendant une descente revient à condamner le système de frein à la défaillance par fatigue thermique en moins de 10 km de pente prononcée. La méconnaissance de ces différences mène à une gestion inefficiente de l'énergie. Rétrograder les vitesses n'est pas seulement une option, c'est une obligation technique. Un conducteur qui connaît sa transmission sait qu'en entrant dans une pente de 7%, il doit abandonner le mode automatique et chercher ce rapport de transmission qui maintienne l'aiguille du tachymètre haute mais stable. La transmission est le multiplicateur de la force du moteur et en descente, elle doit être utilisée pour multiplier la résistance, non pour faciliter l'avance. Quand toutes les couches de prévention échouent et que la pédale de frein S enfonce contre le plancher du véhicule sans offrir de résistance, le conducteur entre dans le scénario de crise absolue. Le protocole de sauvetage doit être exécuté avec un calme glacial et une précision mécanique. La première chose est de ne pas perdre la communication avec la direction. On ne doit jamais éteindre le moteur, car cela éliminerait l'assistance de la direction hydraulique ou électrique, transformant le véhicule en un projectile ingérable. La première mesure d'urgence est d'essayer de pomper la pédale de frein avec rapidité pour chercher à récupérer un peu de pression résiduelle dans le système hydraulique. Simultanément, on doit forcer la transmission sur la vitesse la plus basse possible, sans importer le bruit qu'émet le moteur.